un titre qui est assez long. Responsable du recrutement, du campus management et de la marque employeur pour Ubisoft en France. Voilà. Tout le monde connaît Ubisoft, je pense, même tous ceux qui ne sont pas des joueurs de jeux vidéo, mais c'est une marque française qui a quand même aujourd'hui une réputation qui est assez forte. C'est une marque qui est aussi emblématique des savoir-faire français, puisqu'en fait, on va en parler, mais vous recrutez des profils qui sont très différents, mais qui sont aussi très... que la France, on reconnaît à la France de savoir les produire. Mais juste pour vous voir un peu avec vous, quels sont un peu les chiffres clés, notamment sur le recrutement pour Ubisoft aujourd'hui ? Alors Ubisoft aujourd'hui c'est 17 000 personnes dans le monde, dont 3 000 en France, et l'an dernier on a recruté environ 800 profils, dont 400 jeunes diplômés, c'est-à-dire avec moins de 2 ans d'expérience, et 400 stagiaires et alternants. Et du coup 400 expérimentés que je comptais pas dans les 800. Donc voilà pour les gros volumes, donc ça fait une belle croissance. Voilà, 800 personnes à recruter sur 3000, c'est pas neutre, et c'est pas surtout pas neutre dans une entreprise qui est maintenant et plus une start-up, hein. On a 30 ans, c'était nos 30 ans il y a 2-3 ans je crois. Donc du coup on est un grand groupe, mais avec une croissance de start-up, parce que l'industrie du jeu vidéo en fait, qui avait jusqu'ici une croissance qui était très cyclique, et ben, on attendait qu'un jeu sorte pour que ça fasse de l'argent, du coup pour grossir, et puis après, pendant qu'on développait le jeu, on faisait pas de rentrée d'argent, et du coup c'était plus difficile. Là maintenant, avec toutes les questions de jeux en ligne et ce qu'on appelle le back catalogue, c'est-à-dire les jeux qui sont sortis il y a plus d'1 an, mais qui sont toujours jouables en ligne, en fait, on pérennise les rentrées de flux financiers, et ce qui fait que là, depuis 3 ans, on a connu une croissance qui était inédite auparavant. Très bien. Donc du coup, ça fait des demandes dans le point de vue recrutement. Et justement, je vous avais demandé d'intervenir sur cette relation école-entreprise, en ayant ce regard de l'entreprise, parce qu'on imagine qu'il y a des changements qui sont multiples et que très longtemps, les entreprises se sont contentées de venir planter leurs des forums entreprises. Aujourd'hui, comment vous appréhendez en fait cette population, qui est une population qui est encore en formation ? Quels sont les enjeux? Comment est-ce qu'on réussit à les fasciner, les faire venir, leur donner envie de venir? Comment vous faites, vous ? Alors, pour nous, il y a 2 grands types de populations pour répondre à cette question. Il y a d'abord la population de créateurs de jeux vidéo, les game designers, les programmeurs, etc. Ça, on est très connu de la part de cette population-là. Donc, toutes les écoles de jeux vidéo, on y va, on est accueillis comme le Messie, ça va, ça se passe plutôt bien. Les seuls concurrents sur ce marché-là, en France, c'est les studios indépendants, parce qu'il y en a qui préféreront toujours aller rejoindre la petite start-up de jeux vidéo que le gros groupe. Donc ça, c'est un point. Mais en France, en fait, on a une spécificité qu'on n'a pas dans les autres pays, qui est qu'à peu près 50% de nos effectifs ne sont pas des créateurs de jeux vidéo. Ils ne sont pas dans les studios de création. C'est des fonctions support, des marketeurs, de l'IT. Donc tous ces métiers-là, il faut qu'on puisse aussi aller les chercher. Et donc on va aller les chercher évidemment dans les grandes écoles de commerce, d'ingénieurs ou les grandes universités. Et on n'a pas toujours une notoriété d'employeur très forte auprès de ces populations-là. Historiquement, quand on était plus petit, on avait un vivier qui était génial, c'était le vivier des passionnés de jeux vidéo. Donc on en trouvait toujours quelques-uns chez les marketeurs, dans les financiers, etc. Allez, viens, les banques, c'est chiant. Voilà, et ça, généralement, on réussissait à les attirer comme ça. Aujourd'hui, en fait, on a des tels besoins que ça suffit plus, la passion pour le jeu vidéo. Et puis, pour être honnête, pour être un bon financier chez nous, c'est pas du tout la peine d'être un bon gamer, hein. Ça, c'est intéressant, ça peut donner un peu la petite cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça qui font qu'ils seront performants en tant que financiers. Pareil pour être RH, on n'a pas forcément besoin d'être gamer. Donc du coup, on a besoin de créer une notoriété d'employeur auprès de ces populations-là, et l'industrie du jeu vidéo étant une industrie encore assez récente, parce que elle a à peu près le même âge que nous, hein, plus de 30 ans, mécaniquement, les gens pensent que c'est pas une industrie très sérieuse, parce que voilà, les lapins crétins, les jeux de tir, tout ça, bon, c'est guignol, c'est marrant, mais est-ce que je vais pouvoir faire une carrière là-dedans? Et oui, quand j'ai un profil qui est un profil plus, on va dire, entre guillemets, j'ai envie de dire sérieux, ou plus, voilà, en tout cas, qui a payé 30 000 € son école de commerce, voilà. Est-ce qu'il va aller faire sa carrière dans les jeux vidéo? Donc, voilà. Du coup, vous avez un vrai travail qui est d'aller séduire cette population-là. Exactement. Et pour la séduire, on va évidemment participer au forum organisé par les écoles avec lesquelles on travaille, qui est un rendez-vous clé, mais qui est loin d'être suffisant, parce qu'au forum, on va attirer soit des gens qui vont voir tous les stands pour commencer à se sensibiliser, voir quelles sont les différentes industries. Donc nous, on a un joli stand, ils viennent nous voir, c'est bien. Mais
c'est pas forcément ça qui va les convertir tout de suite, ou au contraire des gens qui pensaient déjà à nous et qui du coup sont déjà captifs entre guillemets et quand tu es déjà candidaté. Mais ce qu'on constate chez les étudiants aujourd'hui, c'est comme chez le client, en fait, ce qu'ils veulent dans leur process de candidature, c'est du multicanal. Donc ils veulent nous voir sur le forum, ils veulent nous voir sur Job Teaser, sur Welcome to the Jungle, ils veulent voir notre site web, ils veulent parler à nos alumni aux alumni de leur école qui sont dans notre boîte, ils veulent nous voir en conférence, ils veulent nous voir dans les case studies dans les groupes. Enfin, il y a plein d'actions qu'on peut faire. Et nous, pour pouvoir justement multiplier ces touchpoints avec les étudiants, on cherche de plus en plus à les aider à se projeter sur les problématiques sur lesquelles ils vont travailler chez nous. Donc ça passe par une logique conversationnelle déjà avec les alumni. Les étudiants, ils veulent pas parler au RH. Enfin, ils veulent parler avec les alumni. Et après, une fois qu'ils sont convaincus, qu'ils se disent « bon, ok, c'est bon, je vais y aller », ils vont parler au RH pour officialiser leur candidature. Et par une logique aussi d'insertion pédagogique, on a une industrie qui est quand même assez originale aujourd'hui, même si elle commence déjà à être mature. Mais du coup, comment est-ce qu'on market un jeu vidéo? Comment est-ce qu'on fait de la finance dans un studio de jeux vidéo? C'est des problématiques originales qu'on propose du coup aux professeurs. Après, libre à eux ou pas de choisir d'intégrer ça dans leur cours. Mais on cherche à créer des partenariats pour pas juste faire de la pub à l'ancienne que les étudiants appellent vite communication bullshit, parce que toutes les entreprises viennent les voir en leur disant hey, on a un baby-foot, les gens sont épanouis et c'est top. On fait comme Google. Voilà, on fait comme Google. Mais on sait bien que même si Google a une super marque employeur, tout n'est pas rose non plus chez Google, et c'est pour ça que la logique conversationnelle avec les alumni leur permet d'avoir vraiment ce vrai son de cloche plus authentique que ce que peut se permettre l'entreprise, parce qu'il n'est pas du tout question que, dans notre communication corporate ou officielle RH, on commence à dire ce qui est moins bien chez Ubisoft, ce serait très mal perçu. Donc du coup, il faut qu'on puisse permettre à ces messages de passer, d'être contrastés, donc plus authentiques, et du coup de toucher leur cible. Et du coup, vos relations avec les écoles ont totalement changé, puisque si vous leur proposez des cours, vous êtes dans une forme de partenariat C'est ça, en fait, évidemment, les écoles, surtout les services relations entreprises, vous savez savoir quelque chose, monnaient cet accès à leurs étudiants, parce que c'est une façon pour eux aussi de vivre. Donc du coup, on est attentif à pas créer des courts-circuits en disant non, on prend pas le partenariat, par contre, on connaît tel prof, on va pouvoir aller faire un cours avec lui. Donc évidemment, on essaye de faire les choses proprement et de commencer par monter des partenariats justement avec les écoles, avec les services relations entreprises, qui ensuite nous donnent accès à leur population académique et on voit ce qu'on peut faire et dans quel cours est-ce qu'on peut faire une intervention pédagogique, dans quel cours est-ce qu'on a juste à donner du matériel au prof et puis après il en fait ce qu'il en veut. Et c'est vraiment vers ça qu'on évolue parce que, encore une fois, les étudiants veulent savoir les problématiques concrètes sur lesquelles ils vont devoir travailler quand ils seront chez nous et donc ça les aide à se projeter. Et puis du coup, ça aide aussi le prof potentiellement à nourrir son cours avec des cas pratiques qui sont très récents et pas des choses qui datent de quelques années. Et sur une population qui est une population quand même qui peut être d'informaticiens, d'ingénieurs ou autres, vous êtes en concurrence directe, on les a cités, avec des GAFAM. Comment vous faites parce qu'on sait que les GAFAM, en fait, quand ils ont des moyens qui sont assez démesurés pour les recrutements, vous arrivez à capter ces profils qui sont des ingénieurs français qui seraient prêts à aller ailleurs ? Alors, pour beaucoup, là, il y a la passion qui va jouer. Et une fois que si la passion ne suffit pas, on va beaucoup jouer sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. D'accord. En fait, c'est des populations. Alors, quand ils sont jeunes diplômés, ils ont envie de passer jour et nuit au bureau, de se donner à fond pour progresser vite, etc. Et puis, petit à petit, les problématiques de vie de famille, d'équilibre vie professionnelle reprennent un peu le pas. Et nous, on est relativement exemplaires là-dedans. Déjà, dans l'industrie du jeu vidéo, qui est connue pour pas être une industrie très tendre, de ce point de vue-là, nous, on a quand même des résultats et d'enquête interne et d'analyse RH qui prouvent que les gens savent bien faire la part des choses et il y a assez peu de burn-out, typiquement. Alors que dans la plupart des grandes boîtes tech, la bienveillance n'est pas forcément toujours au rendez-vous, on va dire. Et donc, il y a une forme de course capitalistique à la croissance qui fait que on peut vite se faire mouliner par ces grosses machines tech. Donc, on va pouvoir jouer là-dessus. Après, on est aussi attentif à ne pas jouer que là-dessus. On est aussi attentif, évidemment, à jouer sur des salaires qui soient plus compétitifs. Historiquement, on est une industrie de passionnés. Donc, les salaires n'étaient pas ce qui était l'argument principal pour attirer les profils. Aujourd'hui, ça doit le devenir.
Donc on est aussi attentif à ça. Et puis après, on va être aussi attentif à leur parcours de carrière. Maintenant, on est un grand groupe, on est présent dans plein de pays dans le monde. Donc pour ceux qui veulent se développer dans cette industrie-là, c'est vraiment possible et c'est possible pour eux d'avoir un impact. On n'est pas un groupe centralisé, on est un groupe très décentralisé. Alors ça emmène plein de choses très compliquées à gérer au quotidien, mais ça permet aussi à chacun d'avoir un impact réel parce qu'en fait, il peut prendre des décisions à son niveau sans forcément que ça remonte tout en haut pour que ça redescende tout en bas ensuite. Donc on a plein de cas comme ça, de jeux qui sont devenus des vrais succès. Par exemple, Just Dance, qui est notre jeu de karaoké visuel, qui sont à la base une idée de quelqu'un qui s'est dit bah, tiens, ce serait bien de mettre ça dans un jeu lapin crétin, et puis ça a marché, le jeu est devenu indépendant, etc. D'accord. Donc il y a vraiment la possibilité pour eux d'avoir un impact et du coup d'avoir une progression de carrière assez rapide parce qu'on va vite leur faire confiance. Notre moyenne d'âge, elle est de 34 ans, donc c'est pas la peine d'attendre 45 ans pour devenir manager, quoi. Dès 25-26, en fait, ils managent déjà au moins un stagiaire, voire une petite équipe. Donc vous leur proposez en fait une façon de travailler qui est une façon qui n'est pas du tout une façon américaine ou des GAFAM. Ça les attire. Et quel rôle joue le graduate programme dans vos offres que vous faites à destination des jeunes? Alors nous, le graduate programme, il est très concentré sur des métiers de la production. Donc on n'a pas de graduate programme encore en RH ou en finance, mais on y réfléchit. Donc c'est des métiers de producteurs, de game designers, de programmeurs, des métiers comme ça. Donc là, pour le coup, c'est des métiers sur lesquels on a une abondance de candidatures parce qu'on est très identifié. Donc du coup, on peut organiser la concurrence entre guillemets des candidatures et ne sélectionner que la crème de la crème pour ce programme et ce qui est juste de la crème, les remettre sur des jobs plus traditionnels. Après, on a un modèle qui est assez original, la graduate programme, parce que nous, c'est pas un graduate programme où, je veux pas être méchant avec les programmes des autres boîtes, mais c'est pas un modèle princesse, quoi, ou un modèle prince, il n'y a pas de raison d'excès sur le sujet. Quand ils rentrent, en fait, ils doivent continuer à faire leurs preuves, ils rentrent en CDD, et du coup, ils peuvent sortir du graduate programme si jamais on se rend compte que c'est pas le talent ou la vitesse de progression qu'on espérait, parce que ça reste très compliqué d'évaluer ça même sur un process de candidature qui peut être extrêmement challengeant. Après, il y a des gens qui sont très bons en numéro de claquette pendant la candidature, mais qui derrière ont peut-être plus de mal à s'adapter à tel ou tel environnement. Et du coup, ils doivent pouvoir continuer à faire leurs preuves en permanence, toujours dans cette logique d'avoir un impact positif et de contribuer à la progression de la boîte. D'accord, donc le graduate programme, tout au long de leur... c'est un graduate programme qui dure 2 ans. 2 ans. Tout au long des 2 ans, ils vont être obligés de continuer à être performants. Et vous leur offrez quoi? Ils partent à l'étranger, ils ont un c'est ça. Alors voilà, donc il y a une expérience en France dans un des sièges en gros, et ensuite une expérience à l'étranger dans un studio. Et en fait, s'ils sortent de ces 2 ans de programme qui sont assez intenses, ils peuvent avoir accès à un job bien plus élevé en termes de responsabilité que ce qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient fait un parcours classique, peut-être en 4-5 ans. D'accord. Et pour partir sur une partie un petit peu plus prospective, on imagine que l'industrie du jeu vidéo, c'est beaucoup de métiers qui n'existent pas encore. Comment vous faites en fait? Comment est-ce qu'on fait pour recruter ou en tout cas anticiper des recrutements sur des profils qui n'existent pas? Eh ben, c'est une bonne question. D'autant que généralement, sur ces métiers-là, on n'est pas les seuls à découvrir que, oh là là, il y a un nouveau métier qui existe, il faut qu'on en trouve. On va beaucoup miser sur leur capacité à se former eux-mêmes et pas juste à se reposer sur leur laurier académique. Ou aller piocher dans d'autres familles de métiers, parce que ces nouveaux métiers, généralement, leur difficulté, c'est qu'ils viennent à la croisée de différents métiers. J'en prends un très simple qui mixe de la finance, du marketing et du game design. C'est ce qu'on appelle l'économic game designer. C'est celui qui va mettre un prix pour les microtransactions du jeu. Avant, le jeu, vous l'achetiez, vous y jouiez et puis c'était fini et vous en achetiez un autre. Maintenant, il y a plein de jeux qui sont gratuits. Si vous avez des enfants ici, certains ont déjà dû jouer à Fortnite, qui n'est pas un jeu Ubisoft, mais qui est un jeu gratuit. Et en fait, le jeu devient rentable grâce aux micro-monétisations qui sont faites dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va acheter 1 euro pour telle arme, 1 euro pour telle tenue, 1 euro pour telle partie de la carte, etc. Et ben, pour faire ce prix-là et faire en sorte que le jeu soit rentable, et c'est le même modèle économique pour tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur mobile. Candy Crush, c'est gratuit, mais il faut bien que ça rentabilise un moment. On a besoin d'un economic game designer qui va fixer ce prix-là. Le métier
a émergé avant même que les écoles de jeux vidéo, et encore moins l'école de commerce, aient le temps de former à ce métier-là. Donc il a fallu aller prendre les game designers qui étaient en fait assez prompts à toucher aux chiffres, aller voir les financiers qui étaient fans de modélisation et du coup de jeux vidéo pour leur dire, bah voilà, il y a cette nouvelle mission, est-ce que tu veux la prendre? Et on construit comme ça. Sur l'éco-game design, c'est pas trop compliqué parce qu'à part les studios de jeux vidéo, voilà, on n'est pas beaucoup à les embaucher. Par contre, sur les métiers plus complexes liés à l'IT, par exemple, tout ce qui va être les architectes réseau, l'administration de cloud, etc. Là, en fait, on n'est pas les seuls. Évidemment, des Google qui se lancent sur le jeu vidéo sur le modèle du cloud. Donc, le fait de ne plus avoir à acheter une console ou un PC pour jouer à un jeu vidéo, mais de jouer même avec votre vieux dinosaure dans le réseau, ça c'est quelque chose qui devient vraiment clé et du coup pour lequel on est en concurrence frontale avec toutes ces industries-là qui sont des industries tech. Et du coup, est-ce que vous arrivez à travailler avec les écoles pour qu'elles adaptent des programmes ou fassent des mini-programmes? Comment est-ce que est-ce qu'il y a un aller-retour avec ces nouveaux profils qui émergent avec les écoles? Vous arrivez à créer des partenariats de ce type ou pas? C'est là qu'on reboucle du coup avec la logique campus d'insertion pédagogique. C'est pas juste pour faire du marketing alternatif. C'est aussi une façon pour les écoles de se dire en fait je me branche à ce qui se passe vraiment dans ces industries innovantes et du coup ça permet de contribuer à la pédagogie des étudiants. Donc c'est un peu le côté gagnant-gagnant de ces insertions pédagogiques. Ouais, donc ça, les relations entreprises-écoles sont quand même en pleine évolution par rapport à un moment où finalement les écoles plaçaient des étudiants et l'entreprise venait faire un peu son marché. Exactement. D'accord. Bon, mais alors super. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions sur ces problématiques de campus management, de relations entreprise-école? Non, tout le monde est hyper... Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.